Heureux de vous savoir nombreux ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus pour ce grand magazine, l'invité de Vision Plus pour parler actualité. Vous le savez, en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par la publication depuis le jeudi dernier par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier global. Le calendrier global tel que l'a voulu l'opposition congolaise, la communauté internationale, je dirais la société civile, mais toute la classe politique bien sûr en avait voulu. Et aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce calendrier global. Est-ce un calendrier réaliste? On parle notamment des contraintes. Est-ce qu'en 2016, nous aurons toutes ces élections, en commençant déjà bien sûr des élections locales et municipales qui devront être organisées déjà dès l'année 2015? Pour en parler, nous avons fait appel à un homme d'État, président d'un parti politique de l'opposition, pour parler justement de toutes ces questions. Il s'agit de l'honorable Médard Moulangala Lwakabwanga. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation honorable. Je l'ai dit, le calendrier global est là. Vous êtes de ceux qui avaient sollicité de la CENI la publication de ce calendrier global. Êtes-vous satisfait? Je voudrais d'abord saluer effectivement la publication de ce calendrier électoral et dire que pour une fois dans ce pays, nous avons l'opportunité d'avoir un changement de pouvoir, un changement d'homme à la tête de l'État, par une voie démocratique et pacifique, et cela dans les délais constitutionnels. Donc c'est un acquis important, parce que sur tout l'espace politique de la majorité à l'opposition, ce souhait avait été émis, et je pense que cette fois-ci, nous avons la possibilité effectivement d'avoir une bonne transition à la tête de l'État dans les délais qui sont prévus. Cela étant dit, ce calendrier appelle de ma part quelques commentaires qui portent notamment sur la question de la faisabilité en termes de ce qui est requis comme préalable pour avoir de bonnes élections. Je commence par la question financière telle qu'elle a été présentée par l'abbé Balou par son bureau. La CENI nous parle d'un montant de 1,3 milliard, je crois, pour les élections aussi bien en 2015 qu'en 2016. Et d'après mes recherches, il semble que les élections qu'on voudrait faire en 2015 coûteraient aux environs de 570 millions de dollars américains. Voilà les premiers chiffres qu'il faut analyser. Quand nous voyons le budget tel qu'il a été voté et promulgué à l'Assemblée nationale et au Parlement et par le chef de l'État, nous constatons, au moins que je n'ai mal lu, qu'il y a un décalage entre le montant inscrit au titre des activités de la CENI et le montant qui est requis par rapport aux élections qui sont présentées. La question qui est posée est la suivante. Est-ce que le gap financier ainsi évoqué sera compensé, et si oui, par quel mécanisme? On nous parle des partenaires internationaux, nous voulons bien, mais nous entendons qu'ils puissent se prononcer clairement et nous dire si oui ou non ils peuvent combler le gap qui a été présenté. Premier point essentiel. Deuxième point qui est lié à cela, c'est le fait que est-ce que nous allons avoir au niveau du budget un collectif budgétaire pour corriger? Si on doit corriger le budget, on doit retirer à qui pour donner à la CENI? Donc la question mérite d'être débattue en profondeur pour savoir si financièrement nous pouvons arriver à financer les élections. Le deuxième point est de dire que calendrier, oui, mais dans quel contexte, dans quelles conditions? Je vous rappelle qu'en 2011, rappelez-vous, nous sommes précipités pour aller aux élections. Les questions liées au fichier électoral restent pendantes. Les questions liées notamment aux doublons restent pendantes. Les critiques faites à la CENI en termes de ressources humaines dans les provinces, dans leurs bureaux, sont toujours d'actualité.
Je crois aussi qu'on peut évoquer quelle autre question. Le CESAC, en son temps, a été mis sur pied à 4 ou 5 mois des élections. Ce qui a conduit à un traitement de l'information qui est apparu de manière tout à fait illégale entre les candidats. Le contentieux électoral, tout le monde s'en est plaint. La manière dont la Cour suprême a été mise en place à 3 semaines des élections n'était pas normale. Donc il y a une série de questions qui sont là, qui doivent être corrigées pour s'assurer que cette fois-ci au moins, on pourra faire de bonnes élections. C'est pourquoi, et je le répète, le dialogue que nous avions toujours demandé ne porte que sur cela. Comment faire en sorte que sur la question électorale, nous allons certainement trouver un accord. Oui. Nous allons en parler, mais est-ce qu'ici nous pouvons retenir que la publication de ce calendrier a fait la joie de l'opposition congolaise? La publication de ce calendrier traduit le fait que nous voulons cette fois-ci que le chef de l'État s'en va et serre la main à celui qui va lui succéder, qui a été élu démocratiquement et de façon apaisée. Très bien. C'est ce que nous recherchons, c'est pas autre chose que ça. Très bien. Mais au-delà de ça, oui, nous pensons que l'élection pour nous est aussi l'occasion de créer une alternance, non seulement politique, mais qu'une alternative puisse aussi être offerte au peuple congolais. Qu'il ait le choix de confier à d'autres la possibilité de gérer son destin. Et on doit y travailler. Mais est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire, quand on regarde ce calendrier électoral honorable Muganga, il faut dire qu'en moins de 2 ans, toutes les élections doivent être organisées, en commençant par les élections au niveau local, municipal, provincial, les sénatoriales, les gouverneurs, le maire, jusqu'à la présidentielle. Vous pensez vraiment qu'en moins de 2 ans, on peut organiser toutes ces élections? Est-ce que ce calendrier est réaliste? La question que nous devons essayer de résoudre ici est de voir les contraintes qui sont liées à cette réalisation-là. Et aussi nous dire, d'après nous, quelles sont les élections qui sont essentielles et prioritaires. Tout le monde conviendra avec moi que l'élection présidentielle dans ce pays est une élection prioritaire. Vous serez d'accord avec moi pour dire que l'élection de l'Assemblée nationale est aussi une élection très importante. Je ne néglige pas l'élection provinciale, loin de moi cette idée-là. Je dois me dire aussi qu'aujourd'hui, si le Sénat actuel devait continuer jusqu'en 2016, je crois qu'il a déjà fait un bon travail. Il a rassuré l'opinion à des moments très difficiles. Ça ne dérangerait personne qui continue à faire. Ça ne m'appartient pas à moi de décider. Il faut que l'ensemble de la classe politique se retrouve pour pouvoir en parler et voir ce qu'il convient de faire étant donné les contraintes budgétaires, logistiques et j'en passe. Donc pour vous, il faut dialoguer pour voir quelles sont les élections prioritaires. À moins qu'il y ait une solution miracle aux contraintes que nous connaissons. À vous attendre je de parler, ne pense pas qu'il y en ait. On peut laisser les sénateurs continuer, mais ça prend seulement la présidentielle. Les députés provinciaux peuvent continuer.